Merci de nous rejoindre sur RTI 1 ce jeudi soir. Je vous donne tout de suite les titres du 20h. Il est de retour en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly rentre de Paris en France, où il a séjourné pendant 2 mois pour des raisons médicales. Le chef du gouvernement a été accueilli à sa descente d'avion par le chef de l'État en personne. Il a dit toute son émotion de regagner son pays, la Côte d'Ivoire. Dans la matinée, le président Alassane Ouattara était à l'état-major général des armées. La nation a rendu un dernier hommage aux 14 soldats tombés au combat à Kafolo, zone nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont été élevés à titre posthume au grade de chevalier de l'Ordre national. À la date d'hier, 1er juillet, le coronavirus touchait 9 702 personnes en Côte d'Ivoire. La maladie est bien réelle et les autorités sanitaires n'ont de cesse de le rappeler aux populations et de les exhorter à respecter les mesures sécuritaires. Le point du jour dans ce journal. Et puis au Bénin, l'ex-maire de Cotonou, Léadi Soglo, a été condamné à 10 ans de prison ferme pour abus de fonction par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Un mandat d'arrêt international a été délivré contre lui. Bonsoir à tous, bienvenue. Le chef du gouvernement est de retour dans son pays, la Côte d'Ivoire. Ce jeudi, en fin d'après-midi, Amadou Gon Coulibaly a été accueilli à l'aéroport par le chef de l'État, son épouse et plusieurs membres du gouvernement. Le Premier ministre s'est dit très heureux de cet accueil chaleureux après un séjour de 2 mois dans la capitale française pour des raisons médicales. Vous l'entendrez tout à l'heure dans ce journal. Des retrouvailles pleines d'émotions depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. De l'émotion, le président en a également eu ce matin à l'état-major général des forces armées. Une cérémonie d'hommage national a été dédiée aux 14 soldats ivoiriens tombés à Kafolo, dans le nord du pays, pendant une opération de sécurisation. Ils ont été élevés à titre posthume au grade de chevalier de l'Ordre national. Chiram Kofi Abola. Une présence qui honore, réconforte et apaise les douleurs pour nos forces de l'ordre qui pleurent, des frères d'armes arrachés à leur affection dans une attaque le 11 juin dernier à Kafolo, dans le nord du pays. Cette présence, c'est celle du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées ce jeudi, à la cérémonie d'hommage aux soldats tués alors qu'ils étaient en opération pour sécuriser les populations. À travers le chef de l'État, c'est toute la nation entière reconnaissante qui salue la mémoire de ces soldats au nombre de 14, dont 13 militaires et un gendarme. Braves soldats, vous avez donné vos vies pour la liberté et la sécurité des personnes que vous ne connaissez pas. Vous l'avez fait par devoir. Votre mort n'aura pas été inutile, bien au contraire. Elle suscite en chacun de nous une introspection et nous amène à nous dépasser et à faire face à cette entreprise de terreur qui ne cherche qu'à s'aimer le chaos par des actes abjects qu'aucune cause ne pourra jamais justifier. Cette journée doit nous rappeler que tous, gendarmes, militaires, forces paramilitaires et population, devront, main dans la main, faire barrage à tous ceux qui terrorisent cette nation. Et nous, vos frères d'armes, en prenons l'engagement. Chères familles éplorées, je veux ici vous exprimer toute notre solidarité. La solidarité de la République et des forces armées de Côte d'Ivoire dans cette épreuve ô combien difficile. Recevez nos sincères condoléances. Tous ces soldats morts au combat ont été décorés à titre posthume. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a procédé à la remise de leur distinction. Ils ont tous été élevés au grade de chevalier de l'Ordre national. Le drapeau national a été remis aux familles des victimes par le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a aussi déposé une gerbe de fleurs sur la stèle dédiée aux morts à la place d'armes générale Thomas d'Aquin, dans l'enceinte de l'état-major général des forces armées, au camp Gallieni, où s'est déroulée la cérémonie. Abou Sanogo nous propose de revenir sur les temps forts de cet hommage national.
Ces 14 militaires et gendarmes, portés par leurs frères d'armes, sont morts au combat ou après leur évacuation sanitaire, suite à l'attaque de leur position dans la localité de Kafolo, au nord de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso. C'était dans la nuit du 10 au 11 juin dernier. Les forces armées ivoiriennes et la nation leur rendent hommage en présence du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Des familles anéanties par la douleur et la tristesse, les sanglots et le chagrin. Moment de grande émotion. L'hommage concerne 11 militaires du bataillon d'artillerie sol-air, 2 du 4e bataillon d'infanterie de Korogo et un gendarme de l'escadron mobile de Kong. L'appel aux morts et la sonnerie aux morts pour l'ultime hommage de la nation et de l'institution à laquelle ils appartenaient et pour laquelle ils ont payé le prix du sang. Les porteurs, leurs frères d'armes, au nombre de 112, dont 84 pour les cercueils, 14 pour les casquettes et 14 pour les portraits, vont au pas cadencé procéder au retrait des dépouilles de la place générale du corps d'armée Ouattara Paul Touma Dakin de l'état-major général des armées et de leur retrait définitif des effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire. Et c'est la nation tout entière qui rend hommage à ces vaillants soldats tombés au front. Nous vous proposions hier un focus sur l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Bouaké. La 30e promotion fait sa sortie demain vendredi. 140 soldats professionnels vont recevoir leurs épaulettes. Kader Sogodogo. École nationale des sous-officiers d'actifs Ensoa Bouaké. Le pinceau est passé par là pour redonner au site un peu de fraîcheur. Certains d'abat ou machettes à main essaient de débarrasser le site des herbes. Des travaux de la compagnie ivoirienne d'électricité sont également en cours. C'est clair que quelque chose se prépare. 140 militaires, après 15 mois de formation, recevront leurs épaulettes. Ils appartiennent à la 30e promotion de cette école. Cette sortie sera exceptionnelle parce que 2 événements majeurs. C'est une promotion qui va sortir après 5 ans que la dernière promotion soit sortie. C'est quand même exceptionnel, c'est quand même inédit. Et c'est lié aux différents événements que nous avons connus au niveau de la Côte d'Ivoire. La dernière célébration à Bouaké date de 2001, l'école ayant été délocalisée suite à la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Sur le tarmac de l'école, l'heure est à la répétition. Compte tenu de la pandémie du coronavirus, des dispositions particulières ont été prises. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme tout pays du monde entier, vit avec cette crise de la pandémie à coronavirus qui fait que les élèves vont sortir en l'absence de leurs parents. Donc, on aurait bien voulu inviter toute la population ivoirienne à venir communier avec nous, mais compte tenu de la situation, nous leur proposons de plutôt regarder à la RTI. D'autres exercices qui visent à aguerrir les futurs sergents de l'armée viennent pour confirmer qu'ils sont aptes à servir. La remise des épaulettes aura lieu le vendredi 3 juillet 2020 à partir de 9h. Et nous en parlions en début de journal. Ce jeudi, en fin d'après-midi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a regagné la Côte d'Ivoire. Il a été accueilli à l'aéroport par le chef de l'État, la Première Dame et également plusieurs membres du gouvernement. Alexis Betrago. Amadou Gon Coulibaly est de retour. Au pied de l'échelle de coupée de ce Grumman 5 qui le ramène, le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse venus accueillir le chef du gouvernement. Le Premier ministre regagne Abidjan après 2 mois jour pour jour à Paris pour raisons médicales. Des membres du gouvernement n'ont pas voulu se faire compter ce jour. Quand Amadou Gon Coulibaly s'ouvre à la presse, ses mots sont de remerciement pour le chef de l'État. Oui, cela fait 2 mois. Depuis le 2 mai dernier,
que je suis allé à Paris pour un contrôle médical. Ce contrôle a dû être approfondi avec un besoin de repos. Et après ce contrôle et ce repos, me voilà de retour en forme. Monsieur le Président de la République, pendant ces 2 mois, matin et soir, vous m'avez donc appelé tous les jours, matin et soir. Oui, pour vous enquérir de mon état de santé, mais également pour m'informer de l'état du pays. Oui, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas imaginer ce que ces appels m'ont apporté. Ce que ces appels m'ont apporté comme force et énergie pour pouvoir donc traverser donc cette période. Merci, Monsieur le Président. Merci. Vous avez été interface entre ma mère et toute la famille et moi pour les rassurer au fur et à mesure, leur donner les nouvelles au fur et à mesure. Merci, Monsieur le Président, pour avoir également joué le rôle de chef de la famille. Avec lui, un autre soutien, celui de la première dame Dominique Ouattara. Je voudrais saluer donc la première dame, que j'ai eu le plaisir, l'honneur et qui m'a procuré beaucoup de joie en me rendant 2 visites pendant mon séjour donc, à Paris. Madame la première dame, merci. Là aussi, je me souviens de tous les mots de réconfort. Je vais trahir un secret, parce que quelquefois, je n'arrive pas à garder tous les secrets. Vous avez dit, Amadou, quand tu retourneras, tu seras encore plus fort. Au nom donc de toute la famille, en mon nom personnel, Assetou est là, mes frères et sœurs, ma mère, au nom de toute la famille, et vous savez qu'elle est grande, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude, ma reconnaissance pour votre soutien. Il ne m'a jamais fait défaut et qui a été particulièrement important au cours de ces 2 derniers mois. Monsieur le Président, merci, merci, merci. Et je vous demande de dire merci au Président. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais également saluer tous les membres du gouvernement qui ont été donc à la tâche et de loin, avec les échanges que j'avais avec vous, mais avec le ministre d'État qui a assuré donc mon intérim, j'ai pu voir comment le gouvernement est resté donc à la tâche. Et je voudrais donc en votre nom également féliciter le ministre d'État qui a assuré mon intérim pour l'efficacité avec laquelle il l'a assumé. Merci beaucoup, Ambak. Le chef du gouvernement n'oublie pas le peuple ivoirien mobilisé comme un seul homme pour lui apporter tout le long de son séjour amour et réconfort. Aux frères et sœurs ivoiriens, que de messages reçus, des messages de fraternité, des messages d'amour, des messages de soutien, des messages de solidarité. Je voudrais vous dire que j'ai été profondément touché par tous ces messages qui m'ont permis de savoir qu'il y a un sens quand même donc à la vie, que la fraternité et la solidarité ne sont pas des vains mots. Je voudrais saluer en particulier les artistes
et toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens de quelque niveau que ce soit. Et j'ai été touché. Tantôt, c'était des messages vidéo. Tantôt, c'était des enregistrements audio. Tantôt, c'était des SMS, des mails. Tous les moyens ont été utilisés pour m'exprimer sympathie, soutien et amour. Pour conclure, Monsieur le Président, je dirais en retour, je vous aime. Et je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du Président pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly est de retour, plus que jamais engagé pour le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà, il vient de le dire, le Premier ministre est de retour dans son pays en pleine forme pour assumer ses fonctions officielles. Amadou Gon Coulibaly a exprimé ses remerciements à la Côte d'Ivoire tout entière et cela avec beaucoup d'émotion. Comme chaque jour depuis l'entrée de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point ce jeudi. Nous suivons ce point tout à l'heure, juste après le jingle. Nous écoutons donc maintenant le directeur général de la Santé pour le point de ce jeudi. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 2 juillet 2020, 290 nouveaux cas de Covid-19 sur 1608 échantillons prélevés, soit 18% des cas positifs. 279 guéris et 0 décès. À la date du 2 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9 992 cas confirmés, dont 4 660 personnes guéries, 68 décès et 5 264 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 59 382. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations, notamment les personnes vulnérables, à réduire leurs déplacements, à rester confinées chez elles et à respecter les mesures barrières. N'oublions pas, c'est que c'est nous qui déplaçons le virus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun si nous voulons stopper la transmission du virus. Voilà pour la Côte d'Ivoire, 9 992 cas recensés dans le pays. Au Ghana, on compte 18 134 cas confirmés, 117 décès. En Guinée, 5 404 cas confirmés, 33 décès. Au Nigeria, 26 484 cas, 603 décès. En Afrique du Sud, 159 333 cas confirmés, avec 2 749 décès. En Égypte, 69 814 cas, 3 034 décès. Et dans le monde entier, 10 763 604 cas confirmés avec 517 667 décès. Et les États-Unis d'Amérique qui ont enregistré un nombre record de nouvelles contaminations, 50 000 nouveaux cas en seulement 24 heures. Le pays est donc obligé de revenir sur certaines mesures du déconfinement progressif qui avait déjà démarré. Suivons maintenant le point presse quotidien du gouvernement ivoirien avec Serge Collière. Ce n'est plus un secret à Abidjan. Des bars et boîtes de nuit continuent d'ouvrir clandestinement malgré l'interdiction du Conseil national de sécurité. La police en a épinglé quelques-uns dans la commune d'Abobo. Les équipes de patrouille ont été saisies par des sources anonymes de la présence de plusieurs individus en pleine consommation d'alcool dans 2 bars climatisés à Abobo, Belleville.
au mépris de l'interdiction d'ouverture des bars et du respect des mesures barrières de lutte contre la propagation de la Covid-19. Des bars climatisés bondés de près d'une trentaine d'individus chacun, dont certains ont réussi à s'échapper par des issues de secours. 50 individus, dont le propriétaire du bar en question, le disc jockey, les serveuses, les gérants et même des clients ont été interpellés et conduits à la préfecture de police d'Abidjan et mis à la disposition du service des enquêtes générales pour répondre de leurs actes. En revanche, dans le secteur des transports, dans l'administration publique et dans les marchés, la sensibilisation porte des fruits. Les usagers de la route, chauffeurs de taxis et véhicules particuliers, ont vraiment compris le sens de notre mission de sensibilisation, vu que le nombre de passagers recommandés par véhicule est respecté et le port de masque par tout occupant à bord est constaté par nos hommes. Les mesures commencent véritablement à être appliquées dans la plupart des services publics et démontrent que notre appel de sensibilisation n'est pas vain. Au plan sanitaire, Abidjan reste l'épicentre de la pandémie avec 96% des cas positifs. À l'intérieur du pays, 3 régions se démarquent. Les régions sanitaires les plus touchées à la date du 29 juin étaient respectivement Abidjan 2 avec 7181 cas, Abidjan 1 avec 1648 cas, le Sud Comoé avec 172 cas, le Gbeke avec 56 cas, San Pedro 43 cas, les Grands Ponts 21 cas, Agnébi Tiassa 15 cas, la Nawa 15 cas, l'Indénu Djuablin 12 cas et le Go avec 10 cas. Selon la représentante du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la Côte d'Ivoire fait partie aujourd'hui des 10 pays d'Afrique les plus touchés. L'application stricte des gestes barrières s'impose à tous pour inverser la tendance. Les autorités ivoiriennes entendent poursuivre leurs efforts de sensibilisation. La société de transport abidjanaise Sotra a pris ses dispositions pour faire donc respecter ces mesures barrières autant dans ses autobus que dans les bateaux-bus. De nouvelles règles que les usagers réchignent souvent à appliquer. La Sotra mène alors des campagnes de sensibilisation. Isaïo. Yopougon Saint-André, ce jeudi. Des agents de la Sotra, société de transport abidjanais, sont sur le terrain pour sensibiliser les usagers sur le coronavirus. Face à l'augmentation des cas de contamination ces dernières semaines, un accent particulier est mis sur le port du masque dans le bus. Nous voyageons le matin pour aller au travail, mais parmi nous, il y a certains qui vont peut-être dans les centres Covid pour faire leurs tests, vous ne savez pas. Et puis la personne s'assoit à côté de vous dans le bus, la personne descend le masque. Et les gens sont contaminés. Les usagers voient d'un bon œil cette sensibilisation. C'est très important de porter le masque pour ne pas se faire contaminer. Je dis à tout un chacun de bien se protéger. Nous prenons le transport en commun, sont menacés parce que ici la Sotra met les mesures, elle applique les mesures avec les autorités et je crois que tout le monde respecte. Toutefois, la distanciation reste une des mesures souvent difficiles à faire respecter dans les rangs. Le directeur de l'exploitation commerciale de la Sotra, Guy Albert, appelle à un esprit de civisme. Nous avons des collaborateurs, y compris la police Sotra, qui veillent au respect de la distanciation sociale. Mais ce que nous demandons à la population, c'est une franche collaboration, c'est une prise de conscience collective de tout le monde et individuelle également pour aider la Sotra. Après Yopougon, cap est mis sur le grand carrefour de Koumassi avec le même message. Respecter le port du masque obligatoire. Dans les 2 communes, le commissaire de la police Sotra, Berté Mamadou, demande à chaque passager d'être le gendarme de l'application de la mesure du port du masque dans le bus. Que chacun regarde l'autre. Est-ce que mon voisin a porté son masque? S'il n'a pas porté le masque, vous signalez au machiniste. Il va arrêter le bus, quel que soit le parcours. Même s'il n'est pas arrivé à destination, il faut bien que lui il quitte parmi vous pour ne pas vous contaminer. La Sotra, avant le coronavirus, transportait en moyenne par jour 800 000 passagers. Aujourd'hui, du fait de la pandémie, elle n'en transporte que 250 000. Elle entend donc intensifier ce genre d'opération de sensibilisation avant de passer à la phase répressive.
Le coronavirus a aussi un impact négatif sur la disponibilité des produits sanguins. Les banques de sang connaissent des pénuries. Face à ce besoin, les épouses de gendarmes réunies en association ont initié une opération de don de sang à la gendarmerie d'Agban. Salimatou Dia. Donneuses de vie, ces femmes ont décidé de la préserver en donnant un peu de leur sang pour sauver des vies. Elles sont des épouses de gendarmes regroupées au sein de leur association. Elles ont voulu, à travers cette opération, soutenir le gouvernement dans la prise en charge des malades. La cérémonie de ce jour, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête des mères, vise un seul but, mais non des moindres, donner son sang pour sauver des vies. Cette action est d'autant plus utile que la crise sanitaire actuelle marquée par la pandémie du corona a exacerbé les besoins en sang au plan national. C'est pourquoi je tiens à vous féliciter, valeureuses femmes qui n'avaient pas hésité à nous rejoindre ce matin pour donner un peu de votre sang afin de sauver des vies. Une opération qui intervient à point nommé alors qu'une pénurie de sang se fait sentir. Depuis la survenue de la pandémie à coronavirus, le centre de transfusion sanguine a enregistré une baisse notable du sang, ce qui a engendré de nombreux décès dans les structures sanitaires du pays. C'est vous dire que cette cérémonie aujourd'hui revêt une importance capitale dans la mesure où, avec le sang collecté, nous allons pouvoir sauver des vies. Des épouses qui sauvent ainsi des vies, c'est un exemple à suivre selon le commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale. Vous nous avez dévancé sur un terrain, une fois de plus vous êtes à la pointe. On le dit, derrière un grand homme se trouve une grande dame. Mais cette fois-ci, on va dire que les grandes dames ont pris le devant. Et c'est un exemple que vous donnez. Nous les hommes, nous allons vous suivre bientôt. Soyez-en remerciés et toutes nos félicitations. Venue par vague de 50 femmes, avec à leur tête la présidente d'honneur Aminata Touré Apalo, épouse du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, ce sont environ 230 poches de sang qui sont attendues et qui seront d'une utilité dans les hôpitaux du pays. On s'intéresse maintenant aux dispositions prises par l'État ivoirien pour sécuriser les populations en cette saison pluvieuse. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a fait le point de la politique d'assainissement menée ces 10 dernières années. Face aux députés hier mercredi, Désiré Oloto a annoncé des mesures d'urgence. Serge Coléa. La pluie continue de faire sa loi à Abidjan et à l'intérieur du pays. Malgré les efforts déployés par les autorités compétentes depuis des années, à chaque saison pluvieuse, c'est la catastrophe. Face aux députés, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a fait le tour d'horizon des ouvrages réalisés pour freiner les inondations. On retient que des centaines de milliards de francs CFA ont été injectés dans la construction d'importants ouvrages. Des opérations de déguerpissement ont été entreprises. Pourtant, les inondations restent d'actualité. Je suis donc devant vous au nom du gouvernement, en vue de rechercher votre appui et votre soutien pour la mise en œuvre des grands ouvrages et des schémas directeurs dans les villes du pays. Les financements sont quasiment disponibles pour la première tranche. À présent, nous devons mettre en œuvre avec toute la rigueur. Nous voulons que vous accompagniez le gouvernement dans la sensibilisation des populations. Car nous savons tous que des bâtiments, immeubles, cours communes, villas sont construits sans fosse septique, sans système de canalisation des eaux usées et pluviales, et souvent dans des zones non constructibles. Dans les jours à venir, des actions de grande envergure seront menées. Les dispositions urgentes qui seront prises très prochainement pourront paraître très sévères. Ces mesures seront contraignantes au regard de la période de la Covid-19 et de la saison des pluies, mais elles sont indispensables et irréversibles. L'Assemblée nationale promet de jouer sa partition. Vous avez le soutien total de l'Assemblée nationale. Avec vous, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et son gouvernement pour la réussite de votre mission. Les députés ont surtout appelé à une solidarité
et à une forte mobilisation des membres du gouvernement dans ce combat contre l'anarchie qui n'a que trop duré, selon les parlementaires. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables a rencontré ce jeudi les lauréats du prix national de l'innovation pour le secteur de l'énergie et de l'hydrocarbure. 6 mois après leur succès, Abdourahmane Cissé a échangé avec les 2 lauréats pour un meilleur suivi de leurs activités. Jean-Luc Gbangbo. C'est en décembre 2019 que Lambert Asman Kouadio et Emmanuel Yeo ont été plébiscités par le jury du prix national de l'innovation pour leur projet visant un usage rationnel de l'énergie et du gaz. 6 mois après, le ministre Abdourahmane Cissé, initiateur de ce prix, est allé voir comment les entreprises de ses promoteurs ont évolué. On a besoin de soutien pour avancer davantage, mais le prix nous a déjà boosté. Et aujourd'hui, nous sommes très motivés pour vraiment augmenter notre capacité de production, de sorte que chaque construction, chaque Ivoirienne ait un coffret électrique intelligent pour gérer son énergie. La solution de gestion intelligente des mouvements d'énergie conçue par Emmanuel Yeo connaît pour l'heure un succès auprès de ses utilisateurs. Le ministre a même profité de l'occasion pour signer un contrat de service avec le promoteur. C'est vraiment une entreprise que nous souhaitons soutenir et le projet qu'il développe est un projet qui est très intéressant et très pertinent. Il nous a montré certains des clients qu'il a. Il peut leur permettre de pouvoir réduire leurs factures jusqu'à 30% d'économie. C'est à Yopougon qu'est établi le second lauréat, concepteur du Flexi Firelight, une cuisinière éco-énergétique. La visite du ministre lui a permis de lever un coin de voile sur l'impact du prix raflé par ce projet. Le produit qui nous a permis de remporter le prix, c'est une cuisinière à combustible liquide avec brûleur sans mèche. C'est-à-dire que c'est une cuisinière qui utilise le pétrole lampant et qui le transforme en gaz butane. Donc avec moins de risques et plus d'économies, de telle sorte à pouvoir être une deuxième alternative autre que le gaz et le charbon. Valoriser le potentiel de la jeunesse ivoirienne, mais également l'accompagner pour s'épanouir, tel est l'objectif de ce prix. C'est un signal en même temps à l'ensemble des entrepreneurs de Côte d'Ivoire pour leur dire que c'est possible. Il ne faut pas qu'ils baissent les bras. La Côte d'Ivoire a besoin d'entrepreneurs ingénieux et le gouvernement, conformément à la vision du président de la République et du Premier ministre, va les soutenir justement pour qu'ils puissent transformer leur projet en réalité concrète. Rappelons que les lauréats ont été retenus sur une liste de 401 candidats au départ. Ils ont reçu chacun 10 millions de francs CFA ainsi que la promesse d'un accompagnement du ministère. La prochaine édition du prix de l'innovation sera lancée en 2021. La première tranche de logement pour le projet Un enseignant, un toit, sans apport initial, va être livrée en février 2021. 15 000 logements en location-vente sont concernés. La convention a été signée au profit de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale. C'est un reportage de Dangui Dangui. Signature de la convention relative à la construction des 15 000 logements. Échange de parapheurs. Le projet Un enseignant, un toit sans apport initial entre dans sa phase opérationnelle. Il nous revient alors, à nous, enseignants, de saisir cette inestimable occasion d'accéder à la propriété immobilière dans un contexte de croissance démographique et de pression foncière aux fâcheuses conséquences d'arnaques de tout genre. Nous, groupement de développement immobilier, avons décidé de fonctionner dans le strict respect du cahier des charges de ce projet de 15 000 logements, stipulant que ces logements à bâtir seront sans apport initial des mutualistes de la MUPENET Côte d'Ivoire. Ceux-ci ne paieront le loyer que lorsqu'ils intégreront les logements bâtis. Les 15 000 logements en location-vente et sans apport initial en faveur de la communauté éducative seront réalisés sur 128 hectares à Benjerville et Locato. Le projet bénéficie de l'encadrement et du soutien des ministères de la Construction et de l'Éducation nationale. L'État de Côte d'Ivoire aura pour rôle, à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, de sécuriser le foncier, à travers la délivrance des titres de propriété, de réaliser les travaux de VRD primaire, d'accélérer la validation des études et la délivrance de l'agrément programme, de faire appliquer par les concessionnaires du service public d'eau potable et d'électricité les tarifs sociaux pour l'abonnement à l'électricité et à l'eau dans le cadre de ce projet. Je voudrais exhorter nos partenaires, les opérateurs immobiliers,
à un travail qualitatif qui sera à même de mettre à la disposition des personnels du ministère des logements décents et dans lesquels il fera bon vivre. Selon la Convention, la pose de la première pierre de cette opération immobilière est prévue pour la fin du mois de juin. Les premiers logements en location-vente devraient être livrés aux acquéreurs courant février 2021. Les loyers de 90% des appartements varient entre 45 et 165 000 francs CFA. Un autre accord a été signé ce jeudi. Il réunit le groupe industriel Olam et le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est un partenariat école-entreprise qui va permettre à 150 élèves de bénéficier de stages au sein de cette multinationale. Salima Toudia. C'est un mariage scellé entre le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et le groupe industriel Olam. Cette signature de protocole d'accord cadre et de convention entre les deux parties permettra à 150 meilleurs élèves des filières industrielles de bénéficier de stages de 3 mois renouvelables. Le groupe ouvre également ses portes à 15 professeurs qui seront sélectionnés par le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle pour des sessions de recyclage d'1 mois. Nous avons voulu saisir également cette occasion, non seulement pour remercier cette grande entreprise, mais également encourager d'autres entreprises ici en Côte d'Ivoire à œuvrer pour ce type de partenariat qui permet non seulement à nos diplômés de se retrouver dans le milieu de l'entreprise à travers des stages, mais quand ces stages sont concluants, ce sont des emplois pour ces jeunes. Ça permet de régler le problème de l'employabilité dont on parle beaucoup, mais ça permet surtout à nos pays, à des pays comme la Côte d'Ivoire, de résoudre le problème de l'emploi. Voilà comment nous améliorons notre taux d'insertion chaque année au niveau du dispositif de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'État entend ainsi relever le défi de l'employabilité à travers cette collaboration entre le groupe Olam, présent dans 64 pays, notamment en Côte d'Ivoire, où il génère 5 000 emplois directs et indirects dans le milieu de la transformation, entre autres de la noix de cajou, du café cacao et de l'EVA. Cette convention nous permettra, en tant qu'entreprise citoyenne, de marquer davantage notre contribution à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas meilleur département pour entamer ce type de partenariat-là que le secrétariat d'État qui est en charge de l'activité. C'est donc un honneur pour Olam d'avoir réussi à formaliser ce partenariat. Nous espérons que les mois à venir permettront de voir se mettre en pratique les différents aspects de la Convention. Cet acte s'inscrit dans le cadre du partenariat école-entreprise conclu entre le secteur privé et le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. L'Agence nationale du service universel des télécommunications lance la phase d'étude du projet d'appui au renforcement de l'administration électronique en Côte d'Ivoire. Un projet majeur pour le développement de l'infrastructure digitale dans le pays. Chaque connaît. Le projet de gouvernance électronique EGOV, lancé en 2011, avait pour objectif d'accroître l'efficacité de l'administration publique en matière d'infrastructure digitale. 9 ans plus tard, les réalités de l'écosystème du numérique ont connu de fortes mutations. D'où l'idée de procéder à un diagnostic du programme EGOV et prévoir le renforcement de ces systèmes digitaux existants. Toute initiative, tout projet, toute action humaine mérite à un moment donné de faire une pause, de faire une analyse et de voir où on va, où réorienter les choses. Il s'agit de renforcer ce qui a été déjà fait. Il y a eu des résultats, il y a eu des participations. Presque toutes les structures des ministères et autres ont eu à participer. Mais est-ce que cette participation a été faite comme il le fallait? Projet d'appui au renforcement de l'administration électronique, PARAE. C'est l'intitulé du programme conduit par l'ANSUD en collaboration avec la Banque africaine de développement qui vient renforcer le projet EGOV. Le PARAE comprend 3 composantes dont la mise en œuvre d'infrastructures digitales, le renforcement des usages digitaux et les actions d'accompagnement. Pour la Côte d'Ivoire, l'enjeu est énorme. C'est un projet assez important quand on parle de la gouvernance numérique. En fait, toute la stratégie de la transformation digitale d'un pays repose nécessairement sur une gouvernance électronique efficace, simple, souple, mais utile pour l'usager. Et d'où l'importance de ce projet
qui en fait n'est pas une nouveauté, mais c'est la continuité d'un programme qui a été initié depuis 2011. Et comme vous savez, nous sommes dans l'éthique. Les choses évoluent assez rapidement. Une étude de faisabilité de 8 semaines sera conduite par un cabinet international pour mesurer les impacts socio-économiques et digitaux dans l'administration publique. Plus que 3 jours avant la fin de l'opération de révision de la liste électorale, partis politiques, sociétés civiles, ONG sont sur le terrain. Le coordonnateur régional RHDP de la Bagoué a initié une rencontre d'information et de remobilisation avec les coordonnateurs régionaux, départementaux et sous-préfectoraux de Kouto. Ami Sissoko. Assurer l'enrôlement des militants jusqu'à la date butoir des inscriptions sur la liste électorale. Volonté affichée par la coordination régionale RHDP de la Bagoué. Le coordonnateur régional, le ministre Bruno Nabagno-Koné, galvanise les différents responsables de sa coordination. Ne pensons pas du tout que le peu qui a été fait, ça suffit. Ne nous disons pas non, c'est trop compliqué, etc. Vraiment, ne réchignons pas à la tâche. C'est comme ça qu'on réussit. Quand on vous confie une mission, allez jusqu'au bout de la mission. Faites le maximum que vous pouvez. Le premier responsable local du parti des Oufouettis s'est réjoui de la progression du nombre de personnes nouvellement enrôlées dans les différentes circonscriptions de la Bagoué. Quand on regarde le potentiel qu'il y a déjà au moins 3000 à prendre au niveau de Boundiali 2. Il y a au moins 3000 à prendre au niveau de Boundiali 1. 4000 à prendre au niveau de Tengrela. Vous voyez ça déjà? Si on a tout ça, on peut même se situer dans les 2-3 premiers au niveau national. Le ministre Bruno Nabagno-Koné exhorte les militants et sympathisants RHDP qui traînent encore les pas à se faire enrôler pour maximiser les chances de leur candidat Amadou Gon Coulibaly à la présidentielle d'octobre prochain. Dans la Bagoué, la coordination régionale RHDP compte ratisser large. La région compte 103 000 potentiels électeurs. Les enjeux de l'inscription sur la liste électorale, également en première ligne des actions du mouvement de soutien au RHDP Action 2020, qui est en tournée de sensibilisation dans 3 régions du pays. L'Indénié-Joablin, le Lodjibois et aussi le Gor. Michel Diré. À quelques jours de la fin de l'opération d'enrôlement sur la liste électorale, c'est la course contre la montre pour ratisser large, surtout auprès des jeunes. Le mouvement Action 2020, proche du RHDP, investit le terrain. Première étape, l'Indénié-Joablin. Le parti nous a mis en mission. Et la mission consiste à mobiliser des nouveaux majeurs. Depuis le 10 juin, nous avons décidé de parcourir toute la Côte d'Ivoire pour sensibiliser, mobiliser les nouveaux majeurs. Nous sommes jeunes. Il est bon pour nous de faire le bon choix. Quand la campagne sera ouverte, nous allons revenir pour donner le mot d'ordre officiel. Mais pour l'heure, il s'agit de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Et nous avons constaté que véritablement, nos premiers responsables ont vraiment fait un beau boulot. Je voudrais véritablement vous demander de les ovationner. Dans les régions du Lodjibois et du Gor, le message est le même. Les différents responsables locaux du mouvement Action 2020 ont été invités à faire du porte-à-porte afin de convaincre le maximum de militants à se faire enrôler jusqu'au 5 juillet. Dans la région des Grands Ponts, le coordonnateur régional associé RHDP, Akasaye Lazare, a choisi de rencontrer la jeunesse. Il s'est entretenu avec ces jeunes sur leur contribution pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Lancine Bakayoko. Dans la salle des fêtes de la mairie de Grand Laou, les jeunes sont sortis nombreux dans le strict respect des mesures barrières pour venir écouter le coordonnateur associé du RHDP Grand Pont, Lazare Akasaye. Principal sujet, la contribution de la jeunesse en vue des élections présidentielles apaisées. Vous êtes les moteurs des transformations que nous voulons au sein de nos sociétés. Si nous voulons la paix, il faut sensibiliser les jeunes à la paix pour qu'ils transforment nos sociétés en des sociétés de paix. Cette campagne de sensibilisation a surtout mis en avant la nécessité pour les jeunes de cultiver les valeurs de foi, de tolérance, de partage, d'amour et de citoyenneté pour un déroulement pacifique des élections en Côte d'Ivoire et plus particulièrement à Grand Laou. Il s'agit en réalité d'ouvrir en faveur des jeunes de Grand Laou des perspectives nouvelles beaucoup plus prometteuses. Croyez en vous,
en tant qu'avenir d'abord de vos familles et ensuite de la société. Vous êtes des valeurs potentielles. Lazara Kassaye a également encouragé les jeunes à s'enrôler et voter massivement dans la paix et surtout à accepter les résultats des urnes. Mais avant, il leur appartient de faire le choix de la raison, le choix du développement. Je voudrais que vous fassiez la promesse d'être ceux et celles sur qui on va s'appuyer en cas de besoin pour réconcilier la jeunesse. Le message est bien perçu par les jeunes. Je dis merci aux conférenciers pour ce beau thème qui a été vraiment développé de telle sorte à pouvoir éveiller l'aspect positif de la conscience de la jeunesse des Grands Laos. Nous serons vraiment en mesure de hausser le niveau. La paix, c'est le socle du développement. Nous sommes venus donc prendre des conseils pour aller sur le terrain, pour prêcher la paix à la jeunesse qui est l'avenir de demain. Cette rencontre avec les jeunes de Grand Laou est une initiative de Força Amadougon Coulibaly, FAGC, un mouvement qui revendique près de 300 associations de jeunesse. Dans l'actualité politique également, le comité de candidature du PDCI-RDA a rejeté les dossiers de Kouadio Konon-Bertin pour la convention d'investiture du candidat du PDCI-RDA à la présidentielle d'octobre prochain. Réuni ce jeudi 2 juillet au siège du dit parti à Cocody, le comité a délibéré sur les dossiers des candidats Aimé Henri Konon-Bédié et Kouadio Konon-Bertin. Les dossiers du président du parti, Henri Konon-Bédié, ont été retenus. Ceux de l'ancien président de la jeunesse du PDCI ont été rejetés. Un appel à candidature au sein du parti avait été lancé le 10 juin et a pris fin le 24 juin dernier. La convention d'investiture du PDCI-RDA va se tenir les 25 et 26 juillet prochains. Sur l'échiquier international au Bénin, l'ex-maire de Cotonou, Léadi Soglo, a été condamné hier mercredi à 10 ans de prison ferme. Une condamnation pour des faits d'abus de fonction par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. En exil en France depuis 2017, il était absent lors de l'audience que ses avocats ont également boycotté. La Cour a donc délivré contre lui un mandat d'arrêt international. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Ce journal est aussi disponible sur les www.rti.ci. Rendez-vous à 23h avec Marine Cognan et demain 20h, retrouvez Marie Langoran. Bonsoir.